Versailles. Un lieu de luxe incroyable et de mystères étonnants. Mais ce qui est étrange, ce célèbre palais est fermé aux experts indépendants. Pourquoi? Il est interdit d'étudier l'or, les meubles, même les miroirs. En 2009, un groupe de scientifiques des matériaux a fait une demande. Ils voulaient analyser le mobilier royal. Mais ils ont été refusés, sans explication. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Prenons par exemple la Galerie des Glaces de Versailles. Elle contient 357 miroirs. Leur surface totale est de plus de 1000 mètres carrés. Officiellement, on estime qu'ils ont été créés vers 1680. Mais réfléchissons. Les maîtres vénitiens de l'époque pouvaient fabriquer un miroir d'1 mètre sur un demi-mètre au maximum. La technologie de création de grands miroirs plats n'est apparue qu'au XIXe siècle. Comment alors des miroirs de 3 mètres sur 2 sont-ils apparus à Versailles? C'était 200 ans avant que cette technologie ne soit disponible. Et ce n'est que le début. Regardez le nombre d'objets de luxe dans les palais européens. Le Louvre, 15 000. Windsor, 12 000. L'Ermitage, 20 000. Au total, plus de 150 000 objets en or, bijoux et meubles sont documentés dans les palais européens des 15e à 18e siècles. Où étaient les ateliers capables d'assurer une production aussi colossale? Où étaient les mines qui ont fourni des millions de tonnes d'or? Ils n'existent pas. Mais il y a d'autres documents très curieux. Louvre, 1789. Un caveau scellé est découvert sous les fondations du palais. À l'intérieur, des meubles en or d'origine inconnue. Leur technique de fabrication ne ressemble en rien aux méthodes européennes. Windsor, 1742. Une pièce murée est découverte. À l'intérieur, un trône en or massif. Son poids est de 800 kg. La méthode de coulée est encore inconnue. Le Louvre abrite des horloges mécaniques du XVIIe siècle. Leur précision est comparable à celle des chronomètres modernes. Et à Versailles, on y conserve une carte du monde en or représentant l'Australie, 150 ans avant sa découverte officielle. Dans des caves scellées à travers l'Europe, on trouve des objets représentant des constellations, celles-là même qui ne sont visibles que depuis l'hémisphère sud. Tout cela suggère que l'aristocratie européenne n'a peut-être pas tant créé ce luxe que l'a trouvé, ou a eu accès à des objets dont les technologies nous restent encore un mystère. Revenons à la Galerie des Glaces de Versailles. C'est vraiment un paradoxe technologique. Chaque miroir a une taille moyenne de 2 sur 3 mètres. La version officielle dit qu'ils ont été fabriqués par des maîtres vénitiens entre 1675 et 1681. Mais la technologie vénitienne de l'époque permettait de créer des miroirs d'1 mètre sur un demi-mètre au maximum. Le verre se fissurait simplement en refroidissant s'il était plus grand. La technologie de coulée de grands miroirs plats n'est apparue en France qu'en 1835, à l'usine Saint-Gobain. Avant cela, toutes les tentatives avaient échoué. En 1728, la manufacture royale a fait 23 tentatives pour créer un miroir de 2 mètres sur 2. Toutes ont échoué. Le verre se fissurait, la surface restait inégale et le reflet déformé. L'analyse des miroirs de Versailles a révélé quelque chose d'étonnant. L'épaisseur du verre est parfaitement uniforme sur toute la surface. L'écart n'est pas supérieur à 1 mm. En comparaison, le verre industriel moderne a un écart allant jusqu'à 3 mm. L'amalgame, un revêtement mercure éteint, est appliqué en une couche d'exactement 2 micromètres. Une telle précision n'est réalisable qu'au XXe siècle, grâce au dépôt sous vide. En 2007, des experts du Louvre ont étudié la composition chimique de l'amalgame des miroirs anciens. Ils ont découvert des impuretés de platine et d'iridium, dans des proportions qui stabilisent le revêtement et empêchent l'oxydation. Cette technologie n'a été brevetée par une entreprise américaine qu'en 1963. Il s'avère que les miroirs du XVIIe siècle utilisent des technologies chimiques du XXe siècle. Et l'or? Les trônes en or des palais européens démontrent une pureté du métal qui était absolument inaccessible à cette époque. Le trône de Versailles de Louis XIV, or de pureté 998. Le trône de Windsor de Charles II,
997. Le trône de l'Ermitage de Catherine la Grande, 999. Les technologies européennes de purification de l'or du XVe siècle pouvaient atteindre un maximum de 950 millièmes. La méthode de coupellation, la seule disponible alors, laissait jusqu'à 5% d'impureté, argent, cuivre, fer. La pureté 998 nécessite une purification électrolytique. Elle n'a été inventée qu'en 1891. En 1985, les métallurgistes de Cambridge ont effectué une analyse spectrale de l'or de Versailles. Le résultat? La présence d'éléments traces indique l'utilisation de la méthode de fusion de zones, une technologie développée en 1952 pour la purification des semi-conducteurs. L'or du XVe siècle est purifié par une méthode du XXe siècle. Et les chiffres de l'or ne concordent pas non plus. Pour la création de trônes royaux dans seulement les 5 plus grands palais d'Europe, environ 8000 kg d'or de pureté 998 étaient nécessaires. C'est 15 fois la production annuelle moyenne d'or dans toute l'Europe du Xe siècle. Et pourtant, il y avait des trônes dans presque tous les palais. Rien qu'à Versailles, il y avait 17 trônes en or de différentes tailles. L'histoire officielle affirme que tout ce luxe a été créé par les ateliers royaux, mais les chiffres le réfutent instantanément. La manufacture royale de meubles de Versailles, fondée en 1662, comptait 250 artisans. Leur productivité documentée était de 20 grands meubles par an. En 100 ans d'existence, la manufacture aurait pu créer au maximum 2000 objets. L'inventaire de Versailles de 1715 recense 23 000 pièces de mobilier de palais. La différence est de 11 fois. D'où viennent les 21 000 autres? La Guilde des Orfèvres de Paris comptait en moyenne 300 maîtres au cours du XVe siècle. La productivité moyenne d'un joaillier était de 5 grandes pièces par an. Sur un siècle, cela représente 150 000 pièces pour l'ensemble de la Guilde. Mais au début du XVe siècle, le Trésor royal de France contenait à lui seul 340 000 objets en or et en argent. C'est 2 fois plus que ce que tous les ateliers connus de l'époque auraient pu produire. De toute évidence, les ateliers documentés n'auraient pas pu fournir même la moitié de tout ce luxe. En revanche, les archives regorgent de mentions de découvertes. Louvre, 1723. Un entrepôt souterrain contenant 3000 objets en or a été découvert. Windsor, 1739. Une pièce scellée contenant 2400 meubles a été trouvée. Versailles, 1757. Sous l'aile est, une galerie abritant 5000 objets de luxe d'origine inconnue a été découverte. Il semble que chaque grand palais européen soit construit sur d'anciennes fondations, et lors de toute rénovation, des pièces scellées remplies d'objets de luxe y sont découvertes. C'est un schéma récurrent. Ce qui est encore plus intéressant, l'architecture de ces pièces ne correspond pas aux styles européens. Elles ont été scellées des décennies avant la construction du palais lui-même. Et leur contenu est technologiquement impossible pour la datation officielle. Versailles, 1782. Lors du renforcement des fondations de l'aile sud, une pièce souterraine de 280 mètres carrés a été découverte. Maçonnerie de blocs pesant plus d'1 tonne et sans mortier. Le style ne correspond absolument pas à l'architecture française. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Des meubles en or, des miroirs, des horloges, des globes. À en juger par la maçonnerie et l'État, cette pièce a été scellée 100 à 150 ans avant le début de la construction de Versailles. Le palais a été fondé en 1661 et le sous-sol, apparemment, a été scellé dès le XVe siècle. Château de Windsor, 1748. 7 pièces murées ont été découvertes sous l'aile est. Superficie totale de 400 mètres carrés. L'architecture est étonnante. Voûte en ogive, maçonnerie cyclopéenne. Contenu, 280 objets en or, 120 miroirs, 83 tapisseries, 12 dispositifs mécaniques de destination inconnue. Les maîtres royaux de l'époque ont déclaré « La technique de fabrication dépasse tout ce qui est connu ». Escurial, Espagne, 1812. Lors de la construction d'une nouvelle aile, 9 galeries souterraines d'une longueur totale de 300 mètres ont été trouvées. Leur architecture ne correspond pas aux traditions espagnoles. À l'intérieur, 3500 objets, meubles en or, horloges,
instruments astronomiques, cartes. Ces pièces existaient avant la construction de l'Escurial. Et l'Escurial a été construit en 1584. Cela signifie que ces galeries sont bien plus anciennes que le palais lui-même. Les objets des collections royales contiennent des connaissances inaccessibles à cette époque. Un globe doré de Windsor, daté de 1650, représente le littoral de l'Antarctique avec une précision de 10 km. Or, l'Antarctique a été officiellement découvert en 1820. Et une carte précise de sa côte n'a été établie qu'au milieu du XXe siècle, à l'aide de satellites. Un planétarium mécanique du Louvre, prétendument créé en 1520, montre les orbites des 4 lunes de Jupiter avec une précision d'1 degré. Galilée n'a découvert ces lunes qu'en 1610. Et les orbites précises n'ont été calculées qu'au XVIIIe siècle. Ce planétarium précède la découverte de 100 ans et les calculs précis de 200. Un trône de l'Ermitage, daté du XVIIIe siècle, est orné d'une carte du ciel étoilé avec les constellations des 2 hémisphères. Son dossier représente la Croix du Sud, le Centaure, la Mouche, des constellations visibles uniquement depuis les latitudes australes. Les astronomes européens ne les ont observés pour la première fois qu'au début du XVe siècle, lors d'expéditions maritimes. Mais l'objet a été créé 200 ans avant ces observations. Une horloge de Versailles, officiellement fabriquée en 1673, a une précision de marche de plus ou moins 2 secondes par jour. Les horloges à pendule de Huygens de l'époque atteignaient une précision de plus ou moins 30 secondes. Une précision de 2 secondes est le niveau des chronomètres marins du XIXe siècle. L'analyse du mécanisme a montré qu'il utilisait des roulements à billes avec une tolérance de 5 micromètres. Une telle précision d'usinage mécanique n'est apparue qu'au XXe siècle. Et toutes les tentatives de reproduire ce luxe royal ont échoué. En 1842, la manufacture de Versailles reçut la commande de recréer le trône d'or de Louis XIV pour une exposition. Les meilleurs joailliers de Paris furent sollicités. Ils utilisèrent les mêmes outils, les mêmes méthodes, selon les descriptions conservées. 3 ans de travail, un budget de 300 000 francs. Le résultat? La copie pesait 20% de plus que l'original. La pureté de l'or était inférieure de 5%. Les détails du ciselage étaient plus grossiers. En 1912, des maîtres allemands tentèrent de reproduire les miroirs de Versailles pour le nouveau palais du Kaiser. 5 ans de développement technologique, 10 tentatives. La taille maximale sans fissure était d'1,5 m sur 2 mètres. Or, les miroirs de Versailles mesurent 3 sur 2. Lorsque les échantillons allemands furent placés à côté des originaux pour comparaison, la différence était évidente. Les miroirs modernes présentaient des distorsions, une épaisseur inégale, un amalgame terni. En 1978, des horlogers suisses reçurent la commande de recréer l'horloge de Versailles pour une vente aux enchères. 20 des meilleurs artisans. Machine-outil programmable à commande numérique, calcul sur ordinateur. 2 ans de travail. La copie atteignit une précision de plus ou moins 5 secondes par jour. L'original, 2 secondes. Le directeur du projet, Hans Müller, déclara « Soit les horlogers du XVIIe siècle possédaient des technologies que nous ne découvrons que maintenant, soit ces horloges n'ont pas été créées au XVIIe siècle. » Les musées européens semblent bloquer systématiquement les recherches indépendantes sur les collections royales. En 1993, des métallurgistes du Massachusetts Institute of Technology ont demandé l'autorisation d'analyser de l'or de Versailles. Seuls 5 mg étaient nécessaires pour l'analyse spectrale. Refus. La politique du musée n'autorise pas le prélèvement de fragments. Les chercheurs ont proposé une analyse radiographique non destructive, directement sur place. Deuxième refus. L'impact de l'équipement, selon eux, pourrait causer des dommages. Les négociations ont été interrompues. En 2005, l'Université d'Oxford a demandé l'accès à des horloges mécaniques du Louvre. L'objectif était d'étudier leur conception, de comprendre comment une précision inégalée pour l'époque avait été atteinte. Refus, sans explication. La demande a été renouvelée en 2007, avec des garanties de préservation. Deuxième refus. Les pièces, disait-il, étaient trop fragiles pour toute intervention. En 2012, un groupe d'historiens a demandé l'accès aux archives de Windsor.
Il voulait étudier les documents concernant les découvertes faites dans les sous-sols. Les archives royales ont répondu, quote, 0. 5 ans plus tard, la demande a été renouvelée. Réponse, quote, 1. Qu'est-ce qui pourrait menacer la sécurité nationale dans des registres vieux de 300 ans concernant la découverte de meubles en or? La raison du blocage est peut-être évidente. Chaque étude indépendante prouve que ces objets ont été créés avec des technologies supérieures aux méthodes européennes de l'époque déclarée. Reconnaître cela détruirait toute l'histoire de la Renaissance européenne. Il s'avérera que les rois ont siégé pendant 3 siècles dans des salles remplies de trésors pillés dans d'anciens entrepôts. Les documents d'archives détruisent également la légende de la production européenne. Les registres sont pleins de mentions de découvertes et non de création. Versailles, 1719. 237 objets en or ont été reçus du trésor royal pour décorer les nouvelles pièces. L'origine est inconnue. Les maîtres affirment que la technique de traitement ne correspond pas aux méthodes françaises. Windsor, 1753. L'inventaire de l'aile est à révéler 362 meubles sans document de commande ou de production. Le joaillier royal a déclaré « Le style ne correspond pas aux traditions britanniques des 200 dernières années ». D'où venaient donc ces meubles sans commande ni fabricant? Hermitage, 1834. Lors du démantèlement du dépôt, 512 objets en or sans numéro d'inventaire ont été trouvés. L'enquête auprès des maîtres a montré que personne n'avait créé ces pièces. La technique de ciselure est inconnue des joailliers de Saint-Pétersbourg. Louvre, 1841. 784 objets ont été découverts dans un sous-sol scellé de l'aile sud. Cette pièce n'est pas indiquée sur les plans du palais. L'architecte royal a déclaré « Quote 3 ». Un schéma constant. Découverte dans des pièces scellées, technique inconnue, origine non établie. Il est possible que l'aristocratie européenne n'ait pas créé le luxe. Elle a systématiquement pillé d'anciens entrepôts et légalisé les découvertes comme des commandes royales. La découverte d'objets identiques à travers l'Europe indique une civilisation unique. En 1823, des historiens de l'art ont découvert que le trône d'or de Versailles, les miroirs de Windsor et les horloges de l'Ermitage utilisaient une technique d'ornementation identique. Même motifs végétaux, même profondeur de ciselure, même proportion des éléments. Il ne s'agit pas d'un simple emprunt de style, mais de la production d'une même tradition manufacturière. L'analyse chimique de l'or a montré que toutes les collections de trônes européennes utilisent un métal avec une composition identique en micro-impuretés. Platine, 0,3%, iridium, 0,5%, ruthénium, trace. Cela indique une source de minerai unique. La version officielle affirme quote 4. Mais les géologues ont analysé la composition des gisements américains. Quote 5. La source de l'or européen reste inconnue. En 1937, une expédition archéologique française en Syrie a découvert, sous les ruines d'une forteresse médiévale, un entrepôt souterrain contenant des meubles en or. Le style est identique à celui de Versailles. La technique de traitement est la même. La composition chimique de l'or est identique à celle des collections européennes. L'analyse au carbone 14 des éléments en bois a révélé un âge des 15e à 16e siècles. La même époque, les mêmes technologies, la même source d'or. Il s'agissait peut-être d'une civilisation globale, avec une base de production unique, des technologies supérieures aux nôtres et des réserves de ressources inaccessibles aux Européens. Une catastrophe a anéanti la population. Mais les entrepôts scellés ont été préservés. La noblesse européenne a pillé ces entrepôts pendant 3 siècles et a fait passer les découvertes pour ses propres créations. Les objets des collections royales démontrent des technologies officiellement inventées des siècles plus tard. Un vase en or de l'Ermitage, daté du XVe siècle, possède un revêtement interne en polymère inconnu, empêchant l'oxydation. Une analyse en 2003 a montré que le polymère Les miroirs de Versailles sont recouverts d'une couche protectrice qui empêche l'amalgame de ternir. Pendant 3 siècles et demi,
ces miroirs ont conservé 95% de leur capacité réfléchissante. Les miroirs modernes, quant à eux, perdent jusqu'à 50% en 100 ans, même dans des conditions muséales idéales. Une analyse spectrale en 2009 a révélé que la couche protectrice contient des nanoparticules d'oxyde de cérium de 15 à 20 nanomètres. Cette technologie est aujourd'hui utilisée dans l'optique spatiale. Le mécanisme d'une horloge du Louvre contient des roulements faits d'un alliage inconnu. L'analyse a montré qu'il s'agit d'un alliage de titane, de niobium et de vanadium, avec des micro-additions d'éléments de terre rares. Une telle composition a été développée en 1974 pour les gyroscopes spatiaux, et sa résistance à l'usure est 10 fois supérieure à celle de l'acier. Il s'avère donc que les horloges du XVIIe siècle utilisent des matériaux de l'ère spatiale. Le trône d'or de Windsor pèse 800 kg et a été coulé d'une seule pièce, sans soudure ni joint. Une expertise métallurgique en 1991 a conclu « zéro ». Le fait même d'un moulage sans soudure d'une telle masse indique un niveau de métallurgie dépassant les capacités européennes du XVIIe siècle. L'ampleur des découvertes, l'identité des technologies, la diffusion mondiale, tout cela indique une civilisation mondiale unique. Cette civilisation maîtrisait une métallurgie supérieure à la nôtre, une optique de niveau spatial, une mécanique de précision micrométrique, une chimie des nanomatériaux, une astronomie connaissant l'hémisphère sud et les satellites des planètes, et une géographie ayant cartographié même l'Antarctique. Les capacités de production de cette civilisation permettaient de créer des centaines de milliers d'objets de la plus haute qualité. La base de matières premières comprenait des gisements inconnus de la géologie moderne, et la logistique reliait les continents par un réseau commercial unique. La standardisation assurait l'identité des technologies de l'Europe à la Syrie. Qu'est-il arrivé à cet empire? Peut-être une catastrophe mondiale a-t-elle anéanti la population, détruit les villes, effacé la mémoire. Mais les entrepôts souterrains, scellés et protégés, ont survécu à ce cataclysme. Quelques siècles plus tard, les tribus survivantes ont commencé à construire des colonies primitives sur les ruines. En découvrant des caves scellées, elles ont trouvé les trésors d'une civilisation disparue. L'aristocratie européenne des 15e à 18e siècles n'étaient peut-être pas des créateurs de culture, mais des pillards sur les ruines. Ils n'ont pas inventé de technologie, mais se sont appropriés des découvertes, n'ont pas développé la science, mais ont copié des artefacts sans en comprendre les principes. La soi-disant Renaissance n'était peut-être pas un épanouissement, mais une vente systématique de butin sous couvert de commandes royales. Au XIXe siècle, le flux de découvertes s'est soudainement tari. La dernière grande découverte date du milieu du siècle. Versailles, 1848. Un entrepôt souterrain contenant 4 objets a été trouvé. Windsor, 1853. Une pièce scellée contenant 2 objets en or a été découverte. Après cela, rien. Les caves étaient vides. Les ateliers royaux, qui pendant des siècles avaient légalisé les découvertes comme leur propre production, se sont soudainement heurtés à un problème. Les commandes de luxe continuaient d'arriver, mais il n'y avait plus rien à prendre. Les tentatives de production par leurs propres moyens ont échoué, les technologies étant absentes. La révolution industrielle a assuré la production de masse, mais pas la qualité. Les objets du XIXe siècle étaient d'un ordre de grandeur plus grossier que les découvertes. La contrefaçon était immédiatement reconnaissable. La manufacture de Versailles a fermé son département d'orfèvrerie en 1862. La raison officielle était un changement dans les goûts de la noblesse. La vraie raison était l'impossibilité de créer des objets du niveau des découvertes. Les ateliers de Windsor ont cessé la production de miroirs en 1871. Raison, quote 1. En réalité, il n'y a peut-être jamais eu de technologie, seulement des découvertes. À la fin du XIXe siècle, les palais européens avaient accumulé d'immenses collections de luxe. Mais tout cela avait été pillé dans d'anciens entrepôts. Aucun objet de la plus haute qualité n'a été créé après 1850. L'âge d'or du luxe européen s'est terminé précisément lorsque les anciens entrepôts se sont taris. Pour cacher le pillage, une légende a été créée sur les grands maîtres de la Renaissance.
Des biographies de joailliers inexistants ont été inventées, les découvertes ont été attribuées à des commandes royales, et les documents attestant de la véritable origine des objets ont été détruits. En 1823, le Louvre a publié le premier catalogue officiel de sa collection. Pour chaque objet, le maître et l'année de création étaient indiqués, mais le problème est que pour la plupart des pièces, il n'existait aucun document de commande ou de production. Les noms des maîtres n'étaient pas confirmés par les registres des guildes, et les dates de création contredisaient l'analyse stylistique. L'objectif du catalogue était de créer une légende sur la production européenne, en cachant le fait des découvertes. Les archives étaient systématiquement nettoyées. Des registres d'origine inconnue ont été réécrits, ajoutant des maîtres fictifs. À la fin du XIXe siècle, l'histoire officielle s'est définitivement établie. Selon cette version, tout le luxe a été créé par des maîtres européens à l'époque de la Renaissance. Les découvertes dans les caves ont été déclarées comme des commandes royales oubliées. Aujourd'hui, les musées continuent de bloquer les recherches, de classer les analyses et de refuser l'accès aux scientifiques. Ils s'opposent obstinément à toute tentative de révéler la vérité, préservant ainsi la version de l'histoire qui leur est favorable. Chaque expertise indépendante prouve que les technologies utilisées dans ces objets sont impossibles pour l'époque déclarée. La reconnaissance de la vérité détruirait le mythe de la culture européenne comme sommet du développement humain. 150 000 objets de luxe dans les palais européens. Ce sont des richesses incalculables dont l'origine reste encore un mystère. L'or de pureté 998 est une technologie du XXe siècle. Une telle qualité était inatteignable durant les périodes déclarées. Les miroirs avec des nanoparticules de cérium sont de l'optique spatiale. De telles technologies ont devancé leur temps de plusieurs siècles. Des horloges avec une précision de 2 secondes par jour, c'est le niveau des chronomètres du XIXe siècle. Seuls les instruments de navigation maritime les plus avancés exigeaient une telle précision. Des roulements en alliage titane-niobium, des matériaux de l'ère spatiale. C'est une découverte qui, selon l'histoire officielle, n'aurait dû se produire que dans un futur lointain. Les mathématiques prouvent que les ateliers documentés n'auraient pas pu produire même la moitié des collections. Les volumes de production ne correspondent tout simplement pas aux registres officiels. Les archives regorgent de documents sur des découvertes faites dans des caves scellées qui existaient avant la construction des palais. Ces caves recelaient des secrets cachés aux yeux de l'homme pendant des siècles. Les tentatives de reproduction ont échoué. Les copies modernes sont nettement inférieures aux originaux du XVIIe siècle, prouvant l'inaccessibilité des technologies d'antan. Les objets contiennent des connaissances découvertes des siècles plus tard. Ce ne sont rien d'autre que les échos d'une civilisation ancienne et hautement développée. Ils représentent les lunes de Jupiter 100 ans avant Galilée, et les constellations australes 200 ans avant les expéditions officielles. Des technologies identiques de Londres à la Syrie prouvent l'existence d'une civilisation globale. Cela témoigne d'une base culturelle ou technologique unique, répandue dans le monde entier. La composition chimique de l'or ne correspond pas aux gisements connus. L'origine du métal précieux reste un mystère. Les découvertes ont cessé au milieu du XIXe siècle. Et en même temps, un grand art, impossible à reproduire, a disparu. Les musées bloquent les recherches, classent les analyses, détruisent les documents gênants. La vérité est trop dangereuse pour l'histoire officielle. L'histoire du luxe européen, ce sont 3 siècles de pillage systématique. Derrière chaque bibelot brillant se cache le sombre secret de l'appropriation d'un héritage étranger. Les rois n'ont pas créé de civilisation, ils ont dilapidé les restes d'un empire disparu. Leur richesse n'était qu'un écho de la grandeur passée d'autrui. La Renaissance n'est pas l'épanouissement de la culture, mais la vente de ce qui a été pillé. C'était une foire grandiose de trésors étrangers, attribués à soi-même. L'aristocratie européenne a siégé pendant 300 ans sur des trônes dans des salles ornées d'objets volés, présentant les découvertes comme leur propre création. Ils se sont appropriés une gloire étrangère, cachant la véritable origine des chefs-d'œuvre, et continuent de cacher la vérité sur la civilisation dont elle s'est appropriée.